Kevin de Blois de Sainte-Marie a vécu de l'intimidation toute sa vie. Heureusement, depuis les dernières années, il vit de meilleurs jours. Voici l'extraordinaire histoire de Kevin de Blois. Je suis né à Sainte-Marie en 91, d'une famille de 3 enfants. J'ai un grand frère aîné, j'ai une petite sœur cadette. Ma mère était femme au foyer, mon père travaillait à l'usine de la région, dans le fond. Côté argent, c'était pas très évident, parce que j'avais un parent sur deux qui travaillait, mon père gagnait pas des masses non plus. C'est toujours plus compliqué. Ma relation avec mon frère, ma soeur, c'était compliqué aussi parce que j'avais l'impression que c'était toujours soit mon frère, soit ma soeur. Parce que ma mère, surtout, a toujours voulu avoir une fille. Fait que quand ma soeur est née, c'est devenue une petite princesse de la maison. Puis, d'un sens, c'est normal, mais c'était vraiment mon frère, ma soeur qui étaient priorisés, parce que mon frère, c'était le premier, ma soeur, la dernière. Puis moi, j'étais le milieu. Puis quand à l'échographie, quand ma mère était enceinte de moi, il disait qu'à l'échographie que j'étais une fille. Mais finalement, je suis sorti en petit gars. Malheureusement, c'est toujours une petite déception quand j'étais jeune que j'ai vécu parce que j'avais l'impression que j'étais pas l'enfant que ma mère attendait finalement. Quand mes parents sortaient pour faire des commissions, puis avec mes parents, quand moi je voulais y aller, c'était jamais moi qu'on choisissait. Mais c'était toujours mon frère, ma soeur qui sortait avec mon père ou ma mère. Fait que ça me donnait un petit côté comme j'étais rejet de la famille. Puis non seulement côté corpulente, j'ai toujours été le plus gros de la famille. J'ai toujours eu un surpoids, je suis fait comme ça. Comme côté nourriture, il manque de la nourriture. C'est certainement Kevin qui l'a mangé. Non seulement quand on avait des réunions de famille, c'était manger de gros tout le temps. Ça me causait un certain complexe. Quand j'ai commencé à l'école, mon frère, on a 4 ans de différence. Mais vu que mon frère a doublé une année, côté école, on avait 3 ans de différence. Comme je le dis toujours, je le dis à tout le monde, 3 ans de différence à l'école quand on est jeune, t'as pas le temps de baser une réputation sur toi-même. Tu pars sur la réputation du frère ou de la grande sœur aînée. C'est justement ça moi qui m'est arrivé. Mon frère avait la réputation de se faire appeler la mouette. Le pourquoi je l'ai jamais su, je l'ai su récemment que c'était basé sur un livre Jonathan Le Goéland. Ça a comme tourné là-dessus envers mon frère. J'ai commencé en tant que la mouette junior. Je comprenais pas pourquoi que je me faisais appeler de même. Je comprenais pas pourquoi que je devais vivre ça. Parce que mon frère était là. Puis mon frère, qui n'était pas non plus, là. Il m'a jamais insulté. Mais je veux dire, sa réputation continuait. Puis tout ce qu'il faisait, j'avais le backlash qui venait avec. Jusqu'à temps qu'à maternelle, c'est en plein hiver, je monte dans l'autobus. Puis j'avais une belle casquette blanche, style chapeau. Je me souviens que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis direct quand je suis rentré dans l'autobus, on a commencé à m'appeler couche-culotte. À cause de ça, ça m'a causé certaines séquelles parce que même aujourd'hui, je veux pas porter de chapeau. Ça m'a causé une petite blessure, genre qui est encore là aujourd'hui. Tout le temps, il y a eu de l'intimidation envers sur mon frère ou à propos de cette fameuse casquette-là. Jusqu'à temps qu'en 4e année, je me dirigeais pour aller manger à la maison. On habitait proche de l'école, je pouvais y aller à pied. Puis il y a un groupe d'élèves qui était un peu plus vieux que moi, qui vient me voir puis il me dit tu me rapportes 2$, sinon t'es mort à la fin de l'école. J'allais manger chez nous quand même. Je ne sais pas si j'en ai parlé à ma mère. Tout de même, à chaque fois que je rapportais des problèmes à l'école, ma mère, elle me disait « Qu'est-ce qui était à l'école, reste à l'école. » J'en ai souvent pas parlé parce que c'était sa phrase qu'elle me disait souvent. Fait que je suis retourné après manger à l'école. J'ai recroisé la même gang. Puis il me dit « T'as-tu mon 2$? » Je suis comme « Non, je l'ai pas. » Il dit « Parfait. » Il dit à la fin de l'école, c'est fini. Fait que moi, quand les cours ont fini, j'ai attendu dans ma classe.
Mon prof m'a demandé des questions, pourquoi que j'attendais, pis tout. Au début, je voulais pas trop en parler, mais j'ai fini par dire qu'il y avait des élèves plus vieux que moi qui m'avaient menacé, puis que j'avais peur. J'ai attendu que l'autobus passe. Le prof attendait avec moi. J'ai attendu qu'on voit que la cour était vide, donc je suis sorti, mais la gang m'attendait. Puis sur la piste cyclable, je marchais sur la piste cyclable. Puis ils m'ont carrément poussé, ils m'ont tapé, ils m'ont enlevé mon sac à dos, ils l'ont pris, ils l'ont vidé à l'envers. C'était comme la conséquence que j'ai pas apporté le 2 $. L'intimidation ont continué en 6e année. Non, à la fin de l'année de la 4e année. J'avais un ami en 4e année qui s'est toujours on et off notre relation d'amitié. C'était t'es mon ami, t'es plus mon ami, t'es mon ami, t'es plus mon ami, parce que quand il était avec moi, il se faisait intimider. Quand il arrêtait d'être avec moi, il était correct. Bref, il est tombé malade vers la fin de l'année. Puis le prof m'a dit si quelqu'un pouvait aller porter ses devoirs. Moi, j'étais venu en vélo cette journée-là. J'ai fait comme, oui, je vais aller porter mon vélo si ça me dérange pas. Donc, je suis allé porter ses devoirs en vélo en partant. Je descendais une côte. Quand j'arrive pour breaker, j'ai remarqué que mes freins étaient coupés. J'ai continué à descendre la côte pareil. Il y a une voiture en sens inverse qui montait la côte et je suis rentré dedans. C'est arrivé devant la maison d'un médecin qui a attendu l'accident. Il est venu tout de suite de me voir. Puis il m'a comme regardé un peu, voir si j'étais blessé, si j'allais. Puis il me disait, il faut appeler la police. Il y a un accident, il faut appeler la police. Moi, j'étais comme, non, t'appelles pas la police, je veux pas savoir. Ils vont dire que c'est de ma faute, j'ai tenté de me tuer, je veux pas. Finalement, la police est venue. On parlait de l'accident. La police m'a reconduit chez moi. Puis l'histoire s'en est finie là. Ouais, c'est ça qu'ils me croiront pas. Ben, que moi, j'étais comme, ça va passer à, il a tenté de se suicider. Il a tenté de se tuer. C'est de ma faute. C'est moi qui ai causé l'accident. C'est moi le fautif. L'autre personne, elle a rien eu. C'est moi qui ai eu le choc, là. En 6e année, j'avais personne à qui parler. J'avais acheté un cahier que je marquais avec mon journal intime dedans. Je marquais tout dedans, là, mes pensées, même des fois des conversations avec moi-même, comme ça va aller, tout ce que je vivais était transcrit là-dedans, que ce soit mon intimidation à l'école, mon injustice avec ma famille, comment je me sentais, tout était retranscrit là-dedans. Puis vers la fin de l'année, j'étais dehors en récréation, en train d'écrire mon journal quand quelqu'un me l'a volé. Puis on a parlé à toute l'école. Vraiment le montrer, puis riait de qu'est-ce que je vivais, de la manière que je l'écrivais. Tout le monde de l'école le sait. J'ai fait tant que la dernière présentation en français, on avait une présentation orale à faire qu'il fallait faire devant toute la classe. Moi, je voulais le faire à la récréation devant la prof seulement. Elle a refusé. Donc, j'ai dû me présenter devant toute ma classe. Puis quand je me suis installé en avant, j'ai vu une fille en train juste de parler à l'oreille à quelqu'un puis se mettre à rire. Et là, j'ai vu noir. J'étais devant son bureau. J'ai dit, t'as-tu fini de rire de moi? Et blackout. Je me souviens plus du reste. Tout ce que je me souviens, c'est quelqu'un qui me gueule, bravo, tu as fait un œil au beurre noir. Arrivé au secondaire, j'ai fait partie du programme GRAPH, qui n'était pas le régulier, qui était un petit peu, on va dire, en dessous à l'époque du régulier. C'est comme si quelqu'un aurait redoublé sa 6e année parce que on faisait un peu de 6e et de secondaire 1 en même temps. J'étais celui qui mangeait l'intimidation parce que j'étais pas habillé à mode ou j'étais habillé tout en pareil. De la manière que je parle.
tout là m'était pointé dessus. Puis il m'arrivait des coups, des fois que même les profs pensaient que j'exagérais parce que il y a un coup, on était en train de travailler sur un projet. On avait une table avec 4 chaises. Quand j'arrive pour m'asseoir, il y a quelqu'un qui, avec son pied, a poussé ma chaise et je suis tombé à terre. Fâché, j'ai réagi. Le prof a fait comme je t'ai vu t'asseoir à côté de ta chaise. Je dis, oui, mais si je me suis assis à côté de ma chaise, c'est parce que quelqu'un l'a poussé. Mais malheureusement, je passais pour celui qui exagérait parce que, aux yeux de tout le monde, j'ai m'étais assis à côté de ma chaise. Plus que le temps passait, plus que ma dépression revenait. Juste à temps que, si je ne me trompe pas, dans le coin de novembre, je passais 3 semaines de temps sans aller à l'école. Je mangeais plus. J'étais quasiment plus capable de me lever de mon lit, puis il n'y avait plus rien qui me tentait. Pour une fois, ma mère, elle m'a baqué là-dessus. Ma mère, elle appelait l'école. Même l'école, les profs étaient comme moi, il faut qu'ils reviennent. Et ma mère a pris position parce qu'elle voyait que je me sentais pas bien, que j'allais pas bien. 3 semaines de temps, j'ai resté à la maison. Quand je suis revenu, l'intimidation n'était pas partie. La première chose que quelqu'un m'a dit, c'est « Tu t'es pas tué, toi? » Pourquoi je me serais tué? Puis le monde dit, la dernière chose que tu as dit, c'est « J'en ai fini, je suis tanné. » Ça voulait pas dire que je voulais me suicider. Eux autres avaient pris comme si c'était fini, je me suicidais. En secondaire 2, ça s'est quand même bien déroulé, tout de même. Mais c'est en secondaire 3 que c'est revenu. En secondaire 3, j'avais un gars dans tous mes cours qui était un gars populaire de l'école, mais qui aimait bien me niaiser sur mon surplus de poids. Et je me souviens, il passait à côté de moi, il va prendre un mes bourrelets, genre, puis c'est très, très interrogant là-dessus. Puis en octobre de cette année-là, il y a eu un accident. Lui, il a fait un accident, mais il est mort sur l'accident. Quand on l'a su le lundi matin, moi, j'étais avec un de mes amis, on se parlait, puis il y a eu quelqu'un qui est parti à la rumeur disant que j'étais heureux qu'il soit mort. Donc, le lendemain matin, quand je suis rentré à la Polyvalente, ça a été comme un peu des films d'adolescents quand que quelqu'un se fait pas aimer, puis il rentre, puis tout le monde se tait. Ben, c'est ça qui m'est arrivé, moi, cette journée-là. Je suis rentré par le hall, chose que je faisais jamais. Parce que je rentrais toujours par le coin de la piscine dans la Polyvalente. Mais cette fois-là, je suis rentré par le hall. Puis quand tout le monde m'a vu, tout le monde s'était. Il n'y avait plus personne qui parlait. Le monde faisait juste me regarder. Puis je me dirigeais vers ma classe, vers ma case. Puis il y a une fille avec qui je m'entendais bien qui me dit « Toi, tu as du culot de te pointer à l'école aujourd'hui. » Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit « Tu sais qu'est-ce qu'il t'a dit? » Je ne savais pas ce que j'avais dit, je ne savais pas ce que j'avais fait. Je suis allé rejoindre un de mes amis qui m'attendait à la bibliothèque. Même lui, il ne voulait pas vraiment me parler cette journée-là. J'ai réussi à lui faire cracher le morceau. Il me dit « Patrick t'a dit que tu es heureux que cette personne-là soit morte. » Je dis « Ben, j'ai jamais dit ça. J'ai passé la journée avec toi hier, est-ce que tu m'as entendu dire ça? » Il m'a dit non, je l'ai pas entendu. Et voilà, encore une rumeur qui se tente à mon sujet. Un peu plus tard dans cette journée-là, il y a une fille qui me disait genre « Tiens-toi loin des portes à la fin de l'école parce qu'il y en a plusieurs qui t'attendent. » Moi, j'ai dit tout ça au prof. Je dis « Écoute, je me fais menacer de me faire battre. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Les profs ont intervenu, il y a rien eu. Je me suis passé pour un stouleur, encore. Mais au moins, tu sais, j'ai pas... Il y a personne qui m'a attaqué. Pendant mon sondage, j'ai découvert une de mes grandes passions que j'ai encore aujourd'hui, qui est le montage vidéo. J'en ai fait quelques-uns, puis quand j'en ai fait, le monde disait que j'étais bon là-dedans, enfin quelque chose que j'étais bon. J'ai mis quelques vidéos sur une chaîne YouTube que j'ai créée. Encore une fois, j'avais eu plein de bons commentaires, donc ça a augmenté plus ma passion. Puis au secondaire, j'ai rencontré une compagnie de montage vidéo qui m'ont pris sur leur aile, que j'ai pu faire quelques projets avec eux et tout, puis ils me donnaient des trucs, et j'ai pu vivre
c'était ma passion à un certain point. Rendu à la fin de mon secondaire, j'ai commencé à faire un DEP en infographie. Mais rendu en infographie, il y a une prof, pendant le milieu de l'année, qui m'a mis à part, puis il me dit écoute, t'es peut-être pas à ta place. Parce que j'avais quelques difficultés, quelques affaires que je comprenais plus ou moins. J'avais fait du graphisme mon secondaire. Le graphisme et l'infographie, c'est pas totalement pareil. Puis moi, je voulais le côté plus artistique, chose que l'infographie, je n'étais pas capable d'avoir. Puis la prof qui me disait que j'étais pas à ma place m'a causé la question, ben, est où ma place? Encore. Et ça m'a causé encore du rejet à un certain point. J'ai pris une année sabbatique. J'ai pris une année sabbatique qui est question de voir trouver qu'est-ce que je voulais faire. En 2010, j'étais allé au cégep. J'ai pu avoir un cours de cinéma, chose que j'ai aimé et je crois que j'ai excellé parce que on avait un gros projet. Le projet final de la session, c'était de faire un court-métrage. J'ai fait qu'est-ce que je voulais comme projet, puis j'ai eu l'une des meilleures notes. Pendant la session de cégep, je devais finir un cours que j'avais échoué. J'ai fait de mon secondaire 5 au complet, mais j'ai échoué un cours qui était scientifique, qui est un cours pour avoir le diplôme. Et pendant le cégep, je devais compléter mon cours. Par contre, scientifique, je comprends rien là-dedans. Donc, même si j'ai mis des efforts là-dedans, j'ai dû arrêter le cégep à cause que j'avais pas réussi à terminer mon cours pendant la session. Suite à ça, je suis tombé sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler au IGA en 2012. J'étais emballeur au IGA pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est à ça qu'on m'a demandé d'être assistant gérant à la poissonnerie. Je l'ai été pendant 1 an et demi. J'ai dû arrêter parce que j'ai fait une réaction au poisson. Donc, j'ai dû arrêter et je suis retourné aux caisses. Puis, ça s'est bien déroulé, juste à temps que je décide d'aller à Québec. Parce que moi, je fréquente l'église pentecôtiste depuis plusieurs années. Puis je me suis créé des amis là-bas. Puis, ils m'ont beaucoup incité à venir à Québec. Rendu à Québec, j'ai travaillé pour la maison Simon. J'ai travaillé dans l'entrepôt. Je faisais des commandes en ligne. Donc, c'est moi qui faisais les commandes pour tel magasin. Sauf une chose que je savais pas, c'est qu'à Québec, il y a des agences de placement. Donc, qu'est-ce que je savais pas, c'est que l'agence de placement, donc j'étais engagé pour la maison Simon, était seulement pour le Black Friday. Après le Black Friday, eux qui ont été pris pour l'agence ont tous été mis à porte. Donc, j'ai trouvé pour le village Valcartier. J'ai travaillé pendant quasiment 1 an. Je faisais partie de l'équipe de l'accueil, donc quand c'était l'hiver, les hautes saisons, l'hiver, l'été, j'accueillais des groupes. Je faisais un petit peu de surveillance aussi. Mais le plus dur là-dedans, c'était les entre-saisons. Parce que les entre-saisons, la plupart ne travaillaient pas. Moi, vu que j'étais un temps plein, on m'envoyait au petit dépanneur qui était en face du village vacances. L'intimidation était comme revenue un petit peu parce que je travaillais avec des jeunes, adolescents surtout, qui se sont mis à se moquer de moi encore. Ils se sont mis à se moquer de moi, même à un point qu'ils avaient créé un groupe entre eux autres, parler des trucs sur moi en même temps. Parce que j'avais un coup, il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone à la caisse, puis j'avais vu un message popper. C'était un message à propos de moi. C'est beau, j'étais rendu à 28 ans à l'époque. Je suis comme, il n'y a pas question que je revive qu'est-ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que je me laisse, plus question de me laisser faire. J'étais allé voir la direction. J'ai dit, écoute, telle personne fait ça. Si elle fait pas de quoi, si vous faites pas de quoi, moi je m'en vais. Donc je suis parti. Et je suis retourné au IGA, mais cette fois au IGA à Québec. La gérante était spéciale. Le directeur était spécial. On n'avait aucune reconnaissance. On faisait tout mal. Il n'y avait pas une bonne ambiance de travail.
il y a beaucoup de monde qui paraît dans le dos. Je suis resté là 1 an. J'ai quand même réussi à me créer des amis, une petite gang. Mais après 1 an de parlage dans le dos, de pas de reconnaissance, je suis parti, j'ai commencé à travailler chez Fido. Donc j'ai été pendant 3 ans de temps gérant chez Fido. Chose que j'ai dû quitter aussi parce que suite à une gaffe stupide que j'avais faite, il avait décidé de changer de gérant. Il me gardait comme représentant. Il prenait quelqu'un comme d'autre comme gérant. Puis la personne qui était là faisait juste m'écraser encore, faisait juste très exigeante, mais pour des mauvaises raisons. Fait que suite à ça, je suis parti. Encore. Depuis ce temps-là, je suis assistant gérant au Maxi. Avec ma gérante, qu'on a une super belle complicité ensemble. J'ai un directeur qui est très confiant en moi. Aussi, j'ai parlé de mes amis de Québec qui m'ont incité à venir. Ces gars-là, c'est 5 gars que je respecte vraiment beaucoup parce qu'ils ont travaillé beaucoup pour le Kevin que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais quelqu'un avec beaucoup de méfiance, beaucoup de barrières, beaucoup d'insécurité. Puis ces 5 gars-là, à leur manière, ont réussi à travailler sur moi. Puis à m'aider à me développer, me montrer qui je suis aujourd'hui. Je fais aussi des lives sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Que je me suis créé une petite communauté, beaucoup de Français. Avec eux, je peux parler, on peut avoir une discussion, ils connaissent mon passé aussi parce que j'ai parlé, j'ai même fait un Q&A un moment donné que j'ai parlé de qui j'étais, de qu'est-ce que je vivais, puis d'où je viens. Mais non seulement aussi, j'ai pu aider un jeune qui avait beaucoup de problèmes, qui avait vécu beaucoup d'intimidation aussi. Lui, c'est plus côté famille, mais que j'ai pu être là pour lui, même si on était à distance. Mon conseil pour ceux qui sont victimes d'intimidation, c'est de parler vers un prof, un parent, un ami, quelqu'un de confiance. J'aurais à cœur d'aller parler aux jeunes qui sont victimes d'intimidation pour dire que ça va aller, on peut surmonter ça, puis parler à quelqu'un, c'est la meilleure façon d'être, la meilleure façon qu'on puisse relâcher le méchant. Puis j'aimerais vraiment faire le tour, parler à des jeunes intimidés qui vivent ça autant primaire que secondaire pour dire ça va aller, vous allez surmonter ça. Vous allez être capable et vous allez découvrir que vous êtes une belle personne. C'est quoi que je voudrais partager. Aujourd'hui, avec tout ce bagage, Kevin Deblois a réussi à trouver la sérénité. Son projet de partager son histoire auprès des jeunes aidera sûrement la communauté. C'est ça la vie. I woke up to the sound of your footsteps. I looked up to the ceiling above. I knew then it won't get any better. Time and time again